السلام عليكم، مرحبا بكم في المركز. محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. هذه فرصة طيبة لتلتقوا مع الإخوان مع الباحثين في هذا المركز اللي هو تأسسنا هذه عام 92، والحمد لله صرنا الآن باش ندرجوا واحد العدد ديال المحاضرات الثالثة من نوعها على الهجرة je disais en français, je souhaitais la bienvenue à tous ceux qui sont venus, et même de très loin, parce que nous avons un pianiste qui est venu de Genève, le fils de la Hawia. C'est un centre que nous avons créé depuis maintenant à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, grâce justement à l'initiative très louable de Madame Ouazzani Houria, Dr Ouazzani Houria, qui est la fille, comme vous savez, du grand leader Mohamed Hassan Ouazzani, et de son mari, au point fleuri, Agnès Zahiri, qui est professeur à Genève, et puis aussi à quelqu'un qui est en face de moi, le professeur Dafali, et moi-même, nous avons essayé de créer ce centre pour développer justement des études et la recherche dans notre pays à travers justement les problèmes de démocratie et de développement humain. Ce centre d'ailleurs vise à organiser périodiquement, sinon 1 fois par mois, sinon 2 fois, des conférences sur des thèmes spécifiques. Rien. Je voudrais vous dire aussi que la prochaine conférence, qui est programmée déjà, et notre collaboratrice, Mme Barada, va vous le dire, porte déjà sur l'islam politique au Maroc, qui sera animée par Moulay Abdel Ouazzani et par aussi Hassan Aourid, qui travaille dans ce domaine le mois prochain, Inch'Allah, avec d'autres conférences aussi sur la régionalisation, sur un certain nombre de questions. Alors, avant bien sûr de présenter le thème et de présenter aussi l'orateur et le conférencier, je voudrais, comme de la tradition, donner la parole d'abord à notre chère collaboratrice, Madame Barada Fassine, qui est, si vous voulez, le poumon de l'organisation de tout ce centre et qui travaille beaucoup. Je la félicite beaucoup, je la remercie pour tout ce qu'il fait. Alors, il va justement nous lire un discours que Madame la Présidente de l'Ouazzani a envoyé au centre, justement pour appuyer nos activités, pour appuyer cette conférence. Je lui donne la parole pour lire ce mot de la Présidente. Merci. Donc, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue au centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. Nous espérons que vous aurez du plaisir à découvrir ce centre et à prendre part à l'une ou à l'autre des activités présentes et futures. Madame Ouazzani Houria, présidente de ce centre étant absente, permettez-moi de vous lire en son nom et avec ces mots, son texte d'accueil. Je cite. « Je regrette profondément de ne pas pouvoir prendre part à cette 4e conférence dont le thème proposé par M. Moustapha Ouazzani porte sur le mouvement migratoire marocain. Il s'agit d'un thème très actuel qui préoccupe fortement les sociétés des 2 côtés de la Méditerranée. Cette conférence se propose de mettre en exergue la dualité entre la dimension économique des migrations humaines et l'urgence d'une sécurité aussi bien pour le Maroc que sur le plan international. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue, à vous les professeurs, aux intervenants et aux participants qui ont répondu à notre invitation. J'adresse mes remerciements les plus sincères à M. Moustapha Ouazzani, dont j'ai toujours apprécié l'engagement et l'idéalisme. Son souci premier a toujours été et a toujours consisté à agir en faveur du bien-être et des droits de tous les Marocains, et en particulier des résidents marocains à l'étranger, auxquels il a apporté un soutien et un dévouement exceptionnel, reconnus par les autorités marocaines et françaises. La preuve en est qu'il a été conseillé, apprécié au sein de plusieurs cabinets ministériels français qui le consultaient régulièrement. Je tiens à remercier également le professeur Hassan Ouazzani, vice-président du centre, d'introduire la présente conférence et d'en présider le débat. Le centre Mohamed Hassan Ouazzani lui exprime toute sa reconnaissance pour son soutien et son engagement pour la mise en œuvre de ses objectifs. Mes remerciements s'adressent également au professeur Mohamed Marouf Dafali, vice-président également du
pour son aide efficace et son soutien sans faille, ainsi qu'à Mme Fatim Brada, collaboratrice scientifique, pour l'organisation des conférences du centre, ainsi que pour toute la logistique nécessaire à la réussite de cette 4e conférence. La planification de la présente conférence constitue un jalon parmi d'autres à venir de l'apport que peut fournir le centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain aux débats citoyens et démocratiques, répondant ainsi aux idéaux proclamés par Mohamed Hassan Ouazzani dès les années 30, ce qui est abondamment documenté dans ses écrits. Pour ma part, l'organisation de ces conférences et des échanges d'idées auxquels elles donnent lieu répondent à un vœu qui me tient très à cœur. En apportant votre contribution, vous accordez un soutien essentiel à ce nouvel édifice qu'est le centre Mohamed Hassan Ouazzani et à son développement. Tout mon esprit vous accompagne dans votre présent débat. En plus des conférences-débats déjà planifiées sur une base mensuelle depuis le mois de janvier, nous envisageons le mois prochain, fin mai, 2 conférences-débats. L'une présentée par un professeur canadien, le professeur Henri Pallard, qui traitera de la promotion des droits de l'enfant dans le milieu scolaire, et la seconde conférence présentée par professeur Abdallah Sherif Ouazzani avec la participation de M. Hassan Aourid, qui portera sur l'islam et l'État à partir de l'ouvrage de Mohamed Hassan Ouazzani et l'islam wa Dawla, dont l'édition est épuisée malheureusement, mais qui est accessible sur notre site internet. Enfin, nous allons consacrer en septembre une journée d'études et de débats à l'occasion de la commémoration annuelle du décès de Mohamed Hassan Ouazzani le 9 septembre, dont la date sera annoncée prochainement sur le site. Excusez-moi. Tous les débats et activités du centre sont disponibles sur le site Mohamed Hassan Ouazzani, que vous êtes invités à consulter régulièrement, ainsi que sur YouTube et sur Facebook, où vous pouvez apporter vos remarques et suggestions. Par ailleurs, je vous signale que tous les écrits et œuvres de Mohamed Hassan Ouazzani sont numérisés sur le site et que les actes du dernier colloque du centenaire de sa naissance intitulé État et société, les défis du monde moderne vont paraître prochainement. Une version électronique est déjà disponible sur le site en français et en arabe, ainsi que l'enregistrement audiovisuel de tout le colloque. D'ailleurs, le débat d'aujourd'hui sera aussi accessible sur Internet. Les œuvres publiées peuvent être acquises ici au centre, elles peuvent aussi être consultées sur place et les intéressés peuvent s'annoncer auprès de moi. Je vous souhaite un très bon débat et vous remercie une fois encore de votre participation. Merci Fatim de cette présentation et merci à Madame la Présidente de ce mot très louable qui ne fait qu'encourager nos activités. Alors comme vous le savez, le thème que va nous présenter le professeur Moustapha Ouazzani, qui est spécialiste de ce problème, du mouvement migratoire marocain, quelle est son influence sur l'économie et la sécurité du Maroc, du pays. Alors, l'immigration, comme vous le savez, constitue aujourd'hui, de nos jours, et a toujours constitué d'ailleurs, l'une des préoccupations essentielles des autorités marocaines, et on peut dire même maghrébines, puisque le problème concerne aussi les autres pays du Maghreb, et aussi européennes. Le problème est toujours d'actualité. Vous le savez, et vous avez appris ça il y a quelques jours, environ 800 migrants ont péri dans la Méditerranée. C'est un drame. C'est un drame qui nous interpelle tous. Parmi ces migrants, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des femmes. Alors l'immigration, comme vous le savez, porte en effet sur l'homme, sur l'être humain. Et il est donc fondamental que l'homme constitue d'ailleurs la base de toute politique de coopération établie de part et d'autre de la Méditerranée. C'est dommage que la Méditerranée devienne un problème à ce niveau. Au début, l'évolution est tendance d'ici. Au début de la deuxième moitié du XXe siècle, comme vous le savez, l'immigration a été d'ailleurs encouragée par ces mêmes États européens. Les États européens qui voyaient dans cette immigration un moyen non négligeable, même essentiel, pour répondre à leurs besoins de développement économique. Ce qui a permis d'ailleurs à l'époque à des milliers de Maghrébins, de Marocains, vous va nous parler de ça, d'aller en France, d'aller en Europe et de s'établir aussi. Il y avait nos compatriotes sont passés en Hollande, sont passés en Belgique, sont passés en France,
Donc c'est 3 ou 4 pays en Allemagne, mais dans les 3 pays, il y a même, nous sommes arrivés maintenant à la 3e génération, je crois. Tout ça, et nous allons en parler tout à l'heure. Mais ce qui est frappant, ce qui frappe, ce qui est particulier dans cette évolution, ou cette histoire de l'immigration, c'est que ces États européens ont vite changé de politique à l'égard de l'afflux des immigrants. Et ceci, dès que leurs économies ont commencé à connaître la crise, des crises, et aussi la stagnation. Les États européens sont pressés d'ailleurs, et ils se sont décidés d'ailleurs à défendre les postes d'emploi de leurs citoyens de souche. Quand je dis de souche, parce que Le Pen, Jean-Marie Le Pen avait derrière, on m'a dit, moi je suis français depuis 1000 ans, et le Premier ministre, il est là depuis 20 ans, il est français depuis 20 ans. Donc, l'immigration, il considère ça comme une source donc, de préoccupation, de menace à la stabilité et de leur société. En fait, l'immigration entre les deux rives de la Méditerranée, il s'est trouvé confronté entre une contradiction, entre des politiques, des divergences de priorités. Et c'est là où, par exemple, en France, d'après ce que vous connaissez déjà, on est passé de l'immigration, si vous voulez, tournant ou par alternance, qui consiste à accueillir un certain nombre limité de travailleurs dans des secteurs prioritaires ou pour s'occuper aussi de tâches que ne veulent pas les citoyens de souche, si on peut dire aussi. On est passé de cette immigration à l'immigration choisie. Dans cette part, justement, le président de la République, Sarkozy. Cependant, depuis, comme vous le savez, depuis que l'Europe a commencé à fermer ses frontières et à imposer des conditions draconiennes et sévères pour l'octroi des visas, on a commencé à voir apparaître une autre forme d'immigration et qui pose des problèmes actuellement humains, l'immigration clandestine. Cette immigration clandestine est liée en grande partie, si vous voulez, à la fuite de ressortissants africains de leur pays d'origine, soit pour des raisons politiques, contre le régime, etc., soit surtout pour des raisons alimentaires, chômage, manque d'emploi. Devant ce fléau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre. On ne combat jamais un mal par des sanctions. Il faut toujours aller vers l'origine du mal. Au Maroc, nous avons des bidonvilles, on est en train de les combattre. Non, il faut savoir pourquoi il y a des bidonvilles. C'est un problème sociologique, par exemple. Ces immigrants ne viennent pas de la Lune, ils viennent d'un pays, d'un continent qui mérite d'être développé, à qui on doit accorder beaucoup d'importance, etc., etc. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Alors devant ce fléau, donc les pays européens ont cherché à adopter d'ailleurs une politique d'immigration commune qui porte sur un certain nombre d'objectifs depuis le sommet de La Haye de 2004. Il faut d'abord une approche, nécessité d'une approche complexe, complète, je veux dire, exhaustive, de la gestion des flux migratoires. D'où viennent-ils? Et deuxièmement, nécessité aussi d'assurer un traitement équitable des ressortissants du pays tiers. Troisièmement, il faut développer des partenariats avec les pays d'origine ou ce qu'on appelle les pays d'origine. Et dernièrement, depuis le dernier sommet de Bruxelles, on a la nouvelle politique, c'est contrôler les passeurs qui facilitent justement ces tâches et qui mettent des gens comme ça dans des barques intenables, etc. Pour le Maroc, la situation est différente par rapport aux autres pays du Maghreb. D'abord, comme vous le savez, le Maroc bénéficie depuis 2008 de ce qu'on appelle le statut avancé auprès de l'Union européenne. L'Algérie ne veut pas de ce statut, parce que l'Algérie préfère avoir sa rente pétrolière, et veut même réviser les accords d'association, autre chose. La Tunisie, avec la démocratisation qui vient de connaître, elle est en train de frapper sur la porte
l'Union européenne veut un Maghreb uni. Nous n'arriverons pas à le faire à cause d'un problème politique, vous savez, du Sahara, etc. Mais le Maroc bénéficie quand même de ce statut avancé. Le Maroc a cru dès le départ à la politique de voisinage adoptée par la France depuis 2004-2005. On a fait justement une politique très ouverte et très agressive en matière de droits de l'homme, depuis maintenant 2000, avec le 2001, le gouvernement d'Arib, qui est devenu le médiateur, la médiation. Alors on a ratifié, on a adhéré à la plupart des conventions des droits de l'homme. La démocratisation, on a adopté une nouvelle constitution en 2011, dans laquelle il y a énormément de choses, etc. Donc la politique de voisinage, on a cru à cette politique et on a un statut avancé. Alors, je dis que la situation du Maroc, d'abord, le Maroc bénéficie de ce statut avancé, et puis il y a une autre situation, c'est que le Maroc, avec sa position stratégique, géographique, qui était déjà pendant longtemps un pays d'émigration, qui émigrait lui aussi, parce que beaucoup de Marocains allaient à l'extérieur, maintenant c'est moins, est devenu aujourd'hui un pays de transit, un pays d'accueil. Nous avons plusieurs demandes maintenant qui demandent l'asile politique. Alors c'est là où le Maroc a adopté, comme vous le savez, une politique favorable à l'égard des immigrés. Et cette politique se situe dans la promotion prônée par le Maroc depuis quelques années en matière de protection des droits de l'homme et des droits humains. Bien entendu, avec des conditions, etc., etc. Bien entendu, ceci se traduit par un freinage de ces immigrants vers l'Europe, etc., surtout du côté des présides qui sont toujours entre les mains des Espagnols, c'est Emilia. Mais le problème est toujours là, sur le plan marocain, parce que c'est là. Alors donc le mouvement migratoire marocain, maintenant, se trouve devant ce problème. C'est-à-dire, nous avons adopté une politique, nous avons maintenant des immigrés qui sont sur notre sol, à qui on a accordé à certains la résidence, certains même demandent la nationalité marocaine, ça c'est autre chose, mais nous avons maintenant un autre problème, problème économique qui se pose pour l'intégration de ces personnes. Pour certains parmi vous qui peuvent prendre le train pour aller à Fès, avant d'entrer à Fès, vous allez voir des tentes innombrables grâce à ceux qui arrivent à ces tentes. C'est un ghetto qui est là. D'autres ghettos vont se construire. Voilà un problème qui est posé par l'économie, un problème sécuritaire. Donc, alors, M. Moustapha Ouazzani, qui est spécialiste de ces problèmes d'immigration, qui a connu l'immigration, qui a vécu l'immigration, qui a combattu aussi ce problème, M. Moustapha Ouazzani, qui est un grand spécialiste de ces questions, va nous entretenir de ces problèmes à travers un certain nombre de questions qu'il va verser au débat. Et pour ceux qui ne connaissent pas, M. Moustapha Ouazzani, qui est professeur aussi d'arabe, qui a été chargé par la Direction générale de la Sûreté nationale dans les années 60 des problèmes de communication, des problèmes à l'époque où vraiment les communications n'étaient pas bien organisées, etc. Alors, M. Ouazzani a vécu aussi des problèmes d'immigration puisqu'il était réfugié politique lui-même en France. Et pendant longtemps, il a été arrêté. Il a subi des peines les plus cruelles. Mais il est arrivé à se sauver grâce à son intelligence, à sa formation, etc. Et aussi à des amis aussi, français, qui nous aimaient beaucoup, parce qu'il ne faut pas dire que de l'autre côté de la barrière, il n'y a que des ennemis, il y a aussi quand même des amis. Et c'est dans ce sens qu'il est arrivé donc à devenir même conseiller du gouvernement français en matière de problèmes d'immigration. Il a écrit beaucoup. C'est un journaliste, un grand chercheur. Alors il a un certain nombre d'archives. Chez lui, c'est plein d'archives, plein de journaux anciens, nouveaux, découpés, présentés, etc. C'est une mine de savoir dans, si vous voulez, des informations, etc. Et il y a une autre chose que beaucoup ne connaissent pas, c'est grâce à lui
Et je le dis parce que j'ai vécu aussi quand j'étais étudiant à Paris ce problème. C'est grâce à lui que la langue arabe a pénétré les lycées et les collèges français. Parce que lorsqu'il était en France, lorsqu'il est devenu conseiller du gouvernement français, il a constaté une chose. C'est que dans les écoles et les lycées, surtout français, on pouvait choisir l'espagnol et le portugais. À l'époque où l'Espagne et le Portugal n'étaient pas très développés, eux aussi avaient des immigrés. Alors, à l'époque, pourquoi pas l'arabe? Puisque vous avez aussi des Maghrébins, des Algériens, des Marocains. Et il a sorti un texte en 1935, etc. Il a fait un tour. Il a fait, enfin, je ne sais pas, moi, tu vas me rectifier. 85. Alors, il a sorti un texte très important, je vais vous le dire. Il a fait le tour d'un certain nombre de ministères. Il a combattu et il est arrivé à un procès, pas un texte français, la langue arabe, comme langue, toute la langue. Donc, actuellement, dans les lycées en France, si on peut choisir l'allemand, comme on peut choisir le chinois, on peut choisir aussi l'arabe. Il n'y a pas de complexe à ce niveau-là. C'est grâce à lui que la langue arabe se trouve a trouvé son statut. Et puis il quadrille presque toute l'Europe, Bruxelles jusqu'à Marseille, en tournant, en voyant les lycées, les collèges, en voyant aussi les professeurs d'arabe, etc. Il a trouvé une solution facile. Lorsque les Français lui ont dit vous allez trouver les professeurs d'arabe, grâce à son intelligence, imagination, il a dit je les ai. En une semaine, vous aurez un tas de professeurs. Il va à l'université, à Paris. À l'époque, on avait une seule université. Et puis, il va aussi à Bruxelles et dans certaines universités. Et il a demandé les étudiants maghrébins, tunisiens et marocains, parce que les gens n'ont pas une formation arabe très poussée, qui sont disposés à donner des cours d'arabe élémentaires, doivent se présenter chez lui, dans son bureau, à telle heure, etc. Alors, les étudiants, lorsqu'on est en doctorat, on prépare des études en France, on a besoin quand même d'un peu d'argent de plus, d'une part. Et puis d'autre part, c'est bien de participer à ces enseignements, etc. Et parmi ces gens-là, j'étais moi-même, j'ai fait moi-même cette gymnastique pendant 1 an, 2 ans. C'est très bien, on avait un programme, on enseignait à ces enfants les lettres de l'alphabet, on leur parlait aussi de l'histoire, l'histoire arabe, l'histoire du prophète, etc. Alors c'était des maghrébins dans les écoles, dans les lycées, etc. Et c'était très intéressant. Pour moi, c'était très instructif. Il vous parlera aussi de cette expérience que j'ai eue. Alors sans plus tarder, je vais lui passer la parole, parce qu'il va vous dire beaucoup de choses. Merci.